Michel Rocard, vous avez 38 ans, vous n'êtes pas un homme de la 4e République, pas davantage un homme de la 5e, vous n'êtes ni député, ni sénateur, vous n'êtes pas donc ce que l'on appelle couramment et peut-être des fois péjorativement un politicien. Cependant, vous êtes en revanche secrétaire national du Parti socialiste unifié et candidat pour le socialisme. Est-ce bien ça? Tout à fait. Disons plus simplement que je ne suis pas un notable, mais que je suis tout de même un militant politique, un homme politique. Bien. Vous n'êtes pas un homme du passé, vous entrez de plein pied dans le présent, dans l'actualité. Est-ce que vous pensez que vous êtes un homme d'avenir? On verra bien. Comment voulez-vous que je le sache? Ce que je crois plus important de dire, c'est que j'ai l'impression de me battre pour une force et pour un projet d'avenir. Les hommes, ça peut changer. L'important, c'est l'objet de leur bataille. C'est avec qui ils se battent. Et effectivement, aujourd'hui, menant cette bataille, au nom de tout un courant d'hommes organisés sur le plan politique ou syndical, j'ai l'impression que nous avons l'avenir avec nous et devant nous. Cependant, si l'on en croit les sondages, vous n'avez apparemment pas beaucoup de chance d'être élu président de la République le 1er juin, ni même le 15 juin. Alors, quel est le sens de cette candidature? Eh bien, d'abord, sondage pour sondage, on a commencé à les faire avant que les vraies questions n'aient été posées à l'opinion. Souvenez-vous de 1965, les résultats finaux étaient très différents des sondages du début. On commence à peine à discuter dans cette campagne les vraies questions. Tout ce qui a été enregistré par avance, c'était sur des notoriétés établies, c'était sur la connaissance qu'on avait de monsieur un tel ou de monsieur un tel. Je ne crois pas que ce soit très important. Je suis persuadé, moi, que l'opinion tout entière, les Françaises et les Français, commencent maintenant à réfléchir attentivement à l'avenir que l'on propose à ce pays, et c'est ça qui va être en jeu. Le sens de ma candidature, mais c'est tout simplement de proposer un avenir socialiste, de définir, de faire comprendre le projet socialiste, de décrire comment c'est un projet pour aujourd'hui, pour tout de suite, et ce faisant, de travailler déjà à reconstruire la gauche autour de ce projet. Eh bien, avant de parler précisément de ce projet socialiste et de l'ambition que vous avez, je voudrais quand même vous poser encore une question sur le plan personnel. Vous êtes technicien de l'économie, des finances, vous êtes, on le sait, inspecteur des finances, et l'on dit volontiers de vous que vous êtes un technocrate. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Si j'étais un technocrate, je ne serais pas là. J'aurais certainement continué à faire ce qu'on appelle une grande carrière, et c'était possible. Ce métier dont on parle tant, ce métier, il m'a permis de découvrir la machine compliquée de l'État comme elle est, de découvrir l'injustice fiscale chez les inspecteurs des impôts, de découvrir comment marche ou ne marche pas tel ou tel aspect de ces bureaux, de cette machine compliquée. De découvrir surtout qui décide pour nous et au nom de quels intérêts. Alors, ayant découvert ça, il m'a semblé plus urgent justement de le combattre. Et c'est en quoi je suis le contraire d'un technocrate. Demandez donc à mes anciens collègues. Bien. Alors, vous avez dit, et vous le dites et vous le répétez, que le socialisme est un combat, vous parlez de lutte, vous parlez de difficultés à établir le socialisme. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en parlant de combat, il faut identifier des ennemis? Parce que s'il y a combat, il y a ennemi. Alors ces ennemis, qui sont-ils? Comment se manifestent-ils? Où sont-ils? Ça, c'est assez simple. Prenez le cas d'un jeune ménage qui veut se loger. Il ne trouve pas à se loger, c'est trop cher. Et quand il commence à courir les agences, à visiter des appartements, puis à s'entendre poser des conditions, il comprend assez vite comment ça se passe. Et il découvre le mécanisme de la spéculation. Prenez le cas des paysans qui s'aperçoivent et qui apprennent petit à petit que leurs produits sont vendus à Paris entre 3, 5 et 6 fois plus cher que ce qu'on les leur paye à eux. Et bien sûr, il y aura des frais de transport, il y aura des frais annexes, mais ils savent bien que quelque chose se passe quelque part. Et cet ennemi-là, c'est le parasite, c'est l'intermédiaire, c'est surtout la spéculation.
Regardez aussi ce qui se passe sur le plan monétaire. Notre monnaie est soumise à des assauts incroyables. Et tout ça, c'est le jeu d'une spéculation. C'est tout ça, l'ennemi. De manière plus précise, c'est l'ensemble des forces, et surtout l'ensemble des hommes, des groupes, qui, parce qu'ils disposent de grands capitaux, décident de ce qui concerne chacun de nous sans nous consulter. C'est ce système qui permet au patronat de décider l'embauche comme le licenciement, comme la paye ou l'absence d'augmentation de la paye, sans consulter personne, en fonction de ses seuls intérêts. Tout ça, ça porte un nom, c'est le capitalisme. Et l'ennemi, c'est ça. Alors dans ce combat, vous avez identifié l'ennemi, mais il vous faut aussi des atouts, des alliés. Alors qui sont-ils? Bon, alors ceux-là sont innombrables. C'est profondément tous les Français, toutes les Françaises, tous les travailleurs aussi, parce que l'essentiel se passe sur les lieux de la production, sur le plan de la production, tous ceux qui ont intérêt à ce que ça change. Le difficile, c'est qu'ils se rendent compte et qu'ils déterminent eux-mêmes l'ennemi, là où il est. Mais une fois cela clairement établi, tous ceux qui ont intérêt à une société plus juste, à une société plus libre, à une société où on ne soit pas soumis aux décisions des autres, mais où on contrôle son propre destin, tout cela, ils ont intérêt à la victoire du socialisme et petit à petit vont se mettre à mener ce même combat. Alors dans ce combat, quelle place faites-vous aux syndicats? Ben justement, essentiel, parce que ce sont les grandes organisations qui représentent justement tous ces travailleurs, tous les travailleurs. C'est eux qui font peser c'est eux qui posent les premiers problèmes et qui mènent les premières luttes contre les décisions injustes que nous subissons, et notamment dans l'entreprise. C'est par le mouvement syndical que doit passer cette bataille. Seulement, il faut qu'il se détermine librement, qu'il choisisse lui-même ses objectifs. Les politiques n'ont pas de leçons à lui donner. Ils ont comme métier de traduire au niveau de la politique et au niveau de l'État les objectifs, les besoins des travailleurs, mais pas plus. Cela C'est veut bien dire que ça commence au niveau de l'entreprise et par la lutte des organisations syndicales. Oui, cela veut dire que vous êtes pour l'autonomie des syndicats par rapport aux partis politiques. Absolument. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises. Nous avons eu une grande discussion là-dessus, mais finalement, le choix était parfaitement net. Nous avons rejeté toute idée de courroie de transmission, de commandement bureaucratique, et ça va même plus loin. Dans l'idée pour l'avenir, alors que nous avons, dans une société socialiste, le mouvement syndical ne doit pas gérer les entreprises. Il doit rester libre de critiquer cette gestion. Et par conséquent, les conseils de travailleurs seront élus distinctement du mouvement syndical. Monsieur Rocard, lorsque vous parlez du socialisme, vous en parlez avec ferveur, avec chaleur, vous en parlez en termes de combat, vous parlez aussi volontiers du mois de mai, vous l'avez fait dans votre première intervention à la télévision, vous en parlez aussi comme d'un mouvement porteur d'espérance, un grand moment d'espoir, et beaucoup de candidats à la présidence de la République, au contraire, rejettent l'idée du mois de mai et n'en retiennent que l'aspect des désordres qui se sont créés et menacent même, au cas où il ne serait pas élu, que de tels désordres se reproduisent. Vous adoptez une politique tout à fait différente, une attitude différente. Alors est-ce que vous ne croyez pas qu'en parlant dans ces termes du socialisme et du mois de mai, vous n'allez pas à contre-courant de l'opinion publique et que vous n'allez pas ainsi accréditer la thèse qui est connue quand même du socialisme qui fait peur? Je ne crois pas. Parce qu'enfin, qui a eu peur en mai, sinon ceux qui n'avaient pas intérêt à ce que les choses changent? Qu'ensuite, la télévision, telle qu'on la connaît, une bonne partie de nos moyens de presse écrite, est organisée, cette crainte de ceux qui ont des privilèges, cette crainte de ceux qui en mai ont senti vaciller leur pouvoir, qu'ensuite elle se soit exprimée par les moyens de ceux qui commandent notre système d'information, quoi de plus logique? Souvenons-nous mieux du mois de mai et parlons-en en détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette grève, cette formidable grève, 9 à 10 millions de travailleurs, a été totalement pacifique, sauf en deux endroits, à Flins et à Sochaux, quand on a fait donner la police. À ce moment-là, on a vu que la classe ouvrière se défendait, ce qui est bien la moindre des choses. Tout de suite, on a retiré la police, parce qu'on a l'habitude que la classe ouvrière se défende. Et le calme est revenu. Ça n'a pas empêché la grève d'être puissante et de porter une immense espérance. Mais il en était de même
sur le plan des manifestations étudiantes. Souvenez-vous de ce que disait la presse après la manifestation du stade Charletti, justement. Extraordinaire reconnaissance de l'efficacité, de la solidité, de la responsabilité du service d'ordre étudiant, et tout le monde criait sa stupeur devant ce calme magnifique. La police, pour une fois, n'avait pas fait de provocation. Alors depuis, on a beaucoup menti là-dessus, mais tout le monde sait bien que dans l'appareil d'information, on a menti pas mal. Pourquoi ne pas admettre qu'une fois de plus, on a menti énormément? Si bien que le problème, c'est pas ça. Le problème, il est de savoir que voulaient les grévistes. Pendant ce mois de mai, des millions de Françaises et de Français ont connu une grande espérance. Ils ont pensé qu'enfin, quelque chose de précis allait pouvoir changer dans leur vie quotidienne, au travail, dans leur rapport avec le patron. Et c'est cette espérance-là à laquelle maintenant il faut donner une vraie traduction politique. Il faut en faire le moyen de changer la structure de l'entreprise comme la structure de l'État. Et ça, c'est tout à fait possible. À qui voulez-vous que ça fasse peur d'autres qu'à ceux qui y ont intérêt? Et puis enfin, il n'est pas venu par hasard, ce mouvement de mai. Il répond à de véritables difficultés qui traversaient le pays, à de vraies préoccupations. Si l'on n'y répond pas du tout, mais on va voir revenir tous ces problèmes. Quelle assurance de transformation dans le calme pouvons-nous donner mieux que de commencer tout de suite les transformations dont le pays a besoin, ce qui est le seul moyen, justement, qu'elles se fassent à temps et dans le calme. Nous en arrivons maintenant justement à parler de ces transformations, c'est-à-dire de votre programme ou des méthodes que vous envisagez pour ce socialisme, parce que si le socialisme est certainement un état d'esprit, une philosophie générale des rapports économiques, sociaux, politiques à l'intérieur d'une société donnée, cela doit se traduire néanmoins concrètement dans la vie courante. Alors, le socialisme tel que vous en parlez, comment concrètement, dans la vie de tous les jours, il s'explique, il se traduit? C'est d'abord là qu'il s'explique et qu'il se traduit. Ce n'est pas une philosophie, le socialisme. C'est d'abord le fait de se sentir solidaire de ceux qui n'ont pas eu toutes les chances dans la société. Ça commence comme ça. Et puis après, ça se traduit par une pratique et des objectifs pour tous les jours, effectivement. Nous évoquions tout à l'heure un problème, celui du logement. Ben, regardons avec précision qu'est-ce qu'il faut faire. Nous constatons quoi? Nous constatons d'abord que le prix du terrain est soumis à une spéculation invraisemblable. Il faut, sur ce point, faire cesser cette spéculation. Du point de vue de la loi, ce n'est pas très difficile à inventer. Il faut municipaliser les sols, donner à nos communes la possibilité de contrôler progressivement, de s'approprier le sol dont elles ont besoin pour faire une grande politique de construction. Pas difficile à inventer, mais très difficile à faire, parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse. Et c'est déjà une bataille. Et puis il y en a une deuxième. Des sociétés privées, maintenant, construisent beaucoup en France. Elles le font en recherchant le maximum du profit possible, c'est-à-dire en construisant trop cher. Des logements pour les Français les plus riches, et pas assez de logements pour ceux qui ont le pouvoir d'achat moyen de l'ensemble des salariés de ce pays, qui ne trouvent pas à se loger. Il faut changer cela, et par conséquent, changer la nature même de l'activité du bâtiment. Il faut créer un service national de l'habitat qui est à sa disposition de très grandes entreprises. Soit que des entreprises privées exécutent les normes du plan, soit qu'on nationalise certaines d'entre elles, soit aussi qu'on en crée de nouvelles, des entreprises publiques, pilotes, qui feront de l'expérimentation, mais qui construiront à pas cher et beaucoup. Là encore, la définition, elle est toute simple, mais il faut imposer ça aux détenteurs du profit privé qui, aujourd'hui, maîtrisent complètement ce secteur d'activité de notre pays. Il faut lui imposer ou le supprimer? Il faut lui imposer et petit à petit le supprimer, on verra comment ça se passe. On ne nationalisera pas tout d'un seul coup, ça n'a aucun sens. La nationalisation, c'est difficile à faire. C'est souvent nécessaire, mais difficile à faire. La clé, c'est de définir des objectifs précis, de s'en donner les moyens. Et en effet, quelques nationalisations en sont les moyens. Et puis après, on impose ces objectifs et on s'explique avec celles des entreprises qui ne suivent pas les objectifs du plan. Et dans l'entreprise, le socialisme, au niveau de l'entreprise, ça serait quoi pour les ouvriers, pour les cadres, pour les techniciens? Plutôt que de dire ça serait quoi, il faut dire comment ça commence. Dans l'entreprise, le problème pour chaque travailleur, qu'il soit ouvrier ou cadre, ou mensuel ou technicien en effet, c'est qu'il dépend de conditions de travail qu'il n'a jamais discutées, pour lesquelles il ne pèse en rien sur le sort qui lui est fait. L'embauche,
le salaire, la promotion, la formation, et puis surtout le licenciement. Tout ça dépend de gens que dans la plupart des grandes entreprises d'ailleurs, on n'a jamais vu, on ne connaît pas, ils ne sont même pas là. Vous vous souvenez de cette grève étonnante qui avait pour premier objectif que le patron veuille bien descendre de Paris jusque dans l'usine. On ne l'avait jamais vu. Et c'était un objectif de grève. C'est tout de même extraordinaire. Obtenir, dès le niveau de l'atelier, que les travailleurs discutent les cadences et délibèrent et puissent contrôler et même refuser les cadences et l'organisation du travail. Qu'au niveau de l'usine, la paye et l'embauche et la formation professionnelle dans l'entreprise soient soumises au contrôle des travailleurs, c'est une exigence pour tout de suite. Là aussi, il y a quantité d'exemples. À Amiens, il n'y a pas très longtemps, les ouvrières d'une entreprise textile ont imposé leur contrôle sur le livre de paye. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le patron déclarait des salaires minima très bas, puis tout le monde était payé un peu au-dessus, mais à son seul gré. Et ceux qui étaient le plus augmentés, celles qui étaient le plus augmentées, plutôt, c'était bien sûr celles qui ne se syndiquaient pas trop, qui étaient bien sages et qui ne discutaient pas les décisions. Résultat, un très grand arbitraire et un très grand scandale, une injustice ouverte. Maintenant que l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de cette entreprise regardent, discutent les conditions de la paye, l'arbitraire n'est plus possible. La paye devient juste. C'est une limitation de notre dépendance. C'est un moyen d'affirmer la dignité des travailleurs et de chacun d'eux. On retrouve ce même problème au niveau de la formation. Il y a une grande entreprise de mécanique où la formation dans l'entreprise est aussi soumise au contrôle des travailleurs, ils l'ont arrachée. Et on s'est aperçu comme ça que c'était le seul moyen, par exemple, pour que des travailleurs immigrés reçoivent les mêmes promotions professionnelles, quand ils en ont les capacités, que des travailleurs français. Et une nouvelle solidarité ouvrière est née. C'est étonnant. Pour les cadres, vous avez le même problème, celui de pouvoir connaître et discuter les décisions. On se souvient de cette grande entreprise où les cadres ont fait une grève sur le thème « L'entreprise est mal gérée ». Vous nous avez, monsieur le patron, appris à gérer mieux, fait subir des stages pour ça, et ça nous permet de découvrir que vous menez l'entreprise à la catastrophe. Alors il faut changer, il faut que nous puissions discuter des décisions. Voilà ce que c'est le contrôle des travailleurs, voilà concrètement comment aujourd'hui commence le problème du socialisme. Oui, mais alors quel sera le rôle de l'État, justement, de l'État socialiste dans cette perspective? Est-ce qu'il va animer ces différents combats qui vont se mener à l'entreprise, qui vont se mener sur le logement, qui vont se mener dans les différents secteurs de l'économie? Quel sera le rôle de l'État? D'abord, la responsabilité n'est pas diffuse. Elle s'exerce là où chacun vit et produit, et sur les décisions dont il dépend, et c'est parfaitement clair. Quand dans un atelier, les travailleurs discutent les normes et les cadences qu'on leur a imposées, et refusent les cadences excessives, c'est pas diffus, c'est très net. Si le monde paysan arrive à s'organiser suffisamment pour pouvoir contrôler l'usage qui est fait de son produit, la manière dont on le transforme et dont il est distribué, c'est pas diffus du tout. Et alors, au-dessus de tout ça, quelle est la fonction de l'État? L'État, c'est une effroyable machine tentaculaire énorme. Il faut le décentraliser. Il faut que ce dont dépend notre vie quotidienne, ça soit décidé dans la commune et dans la région. L'État, il est responsable du plan, c'est-à-dire des grandes orientations. Il est responsable aussi de la politique étrangère, des orientations diplomatiques du pays, et il est responsable aussi de la défense, c'est-à-dire de la possibilité que nous avons d'interdire à d'autres, de nous empêcher de faire chez nous la société que nous voulons. Pas de force de frappe, pas d'attaque contre personne, mais que personne n'essaye de nous imposer ses volontés de l'extérieur. Et puis l'État a une dernière responsabilité, c'est que dans cette lutte contre les intérêts capitalistes, contre le profit, il faudra bien sûr qu'au niveau de l'État lui-même, la lutte soit poursuivie. C'est l'ensemble des travailleurs, c'est leurs organisations syndicales qui l'amènent d'abord, mais l'État aussi, il a son rôle là. Et c'est pour ça que votre vote trouve aussi un sens en cette matière. Mais est-ce que votre État admettra la pluralité des partis politiques, par exemple? Absolument. Absolument. Nous savons aujourd'hui que le socialisme, ça ne se fait pas sans la liberté. L'exemple de l'Union soviétique montre au contraire qu'un État répressif, une planification bureaucratique, ça craque, ça ne marche pas. Dans un pays comme le nôtre, qui est éduqué, où les travailleurs sont compétents et organisés, le respect plein et entier de la liberté, c'est une condition de notre progrès commun. Notre progrès commun, il passe par la recherche scientifique. On ne fait pas
de recherche scientifique sans liberté pour tout le monde. Alors du coup, liberté d'expression pour tous les courants, liberté pour tous les partis. Il y a trop de partis, c'est vrai, tout le monde le regrette. On ne supprimera pas ça par voie d'autorité, impossible. Chaque courant qui a quelque chose à dire a le droit de le dire, et c'est aux Français de choisir. Monsieur Rocard, il faut aussi aborder les problèmes de politique étrangère. Nous avons longuement parlé des problèmes de politique intérieure, c'est très important, ça préoccupe les Français, c'est vrai, mais il y a aussi, dans l'hypothèse où nous nous plaçons, d'une candidature socialiste et d'un État socialiste, il y aura des problèmes à se poser, notamment en matière d'alliance atlantique, en matière d'Europe. Enfin, il faudra prendre position sur l'ensemble des problèmes de la politique étrangère. Alors, quelles sont les grandes orientations? Eh bien, c'est même une condition. On ne pourra commencer à faire en France une transformation socialiste que si nous en avons conquis la liberté. Et le principal problème qui se trouve posé aujourd'hui, c'est celui de la domination que lentement les États-Unis d'Amérique essayent d'imposer au monde entier. Regardez l'admirable peuple du Vietnam, qui, presque depuis 20 ans, et en tout cas depuis 5 ou 6, mène dans la pauvreté une extraordinaire lutte qui est en train de devenir victorieuse pour arracher le droit de faire chez lui la société qu'il a envie de faire, sans dépendre de personne. Cet exemple est précis, il fait apparaître ce que c'est aujourd'hui que l'impérialisme américain. Chez nous, il prend un autre visage. Lentement, les grandes entreprises américaines, les milieux financiers américains rachètent nos entreprises, se donnent le moyen de contrôler notre économie. À cela, il faut mettre un terme. Nous ne voulons pas de cette société-là, fondée uniquement sur l'argent, fondée uniquement sur le confort, les valeurs matérielles. Nous voulons faire une société juste et digne, et nous croyons que le socialisme en est la seule possibilité. Alors concrètement, vis-à-vis de l'Alliance atlantique? Ça veut dire qu'on en sort. Ça veut dire qu'on se dégage de tout ce que fait l'impérialisme américain dans le monde et qu'on se prépare à se rendre libre par rapport à ses décisions. En 1969, la France a la possibilité d'en sortir. Il faut que chaque candidat à cette élection présidentielle dise clairement ses intentions à cet égard. Nous pensons, nous, que la France doit en sortir. Et sur l'Europe? Ah, l'Europe. L'Europe, en ce moment, c'est le capitalisme qui a tenté de la faire. Et le résultat, c'est qu'elle se défait elle-même parce qu'elle est capitaliste. Regardons ce que cela nous a apporté, l'Europe. Pour les paysans, c'est la baisse des prix, c'est une politique agricole impossible et qui est vouée à l'échec. Pour les travailleurs, c'est les politiques de chômage importées d'Allemagne, c'est chacun se méfiant de l'autre et freinant chez lui pour qu'il n'y ait plus de catastrophe. Alors, pour s'y prendre autrement, imaginons d'abord l'effet formidable qu'aurait pour l'ensemble des travailleurs de l'Europe le fait qu'en France, la transformation socialiste commence et qu'un pouvoir socialiste, répondant aux soucis, aux intérêts des travailleurs, commence à les garantir mieux. Alors là où les choses sont difficiles, prenons l'exemple des charbonnages, par exemple, ou celui des transports ferroviaires, ou celui de nos mines de fer. Si un gouvernement socialiste trouve vraiment les solutions, sait faire à temps les conversions, prévoir les entreprises nouvelles, et qu'ailleurs les problèmes n'ont pas de solution, la lutte de l'ensemble des travailleurs de l'Europe ira vers les mêmes objectifs. Chaque fois que quelque chose peut être fait qui limite le profit capitaliste, nous en serons d'accord. Qui donne le droit de regard à la collectivité sur ses affaires, nous en serons d'accord. Chaque fois qu'une idée concernant l'Europe risque de renforcer le capitalisme, nous la combattrons, nous la refuserons. Michel Rocard, une dernière question. Lorsque l'électeur se présente devant l'urne, dans l'isoloir, il a besoin de voter utile et de voter efficace. Alors, à quoi ça sert de voter Michel Rocard? Ça sert à deux choses. La première, c'est que ce n'est pas un vote de droite, c'est un vote de gauche. Et c'est très important. Parce que si d'aventure, des Françaises, des Français, des travailleurs se laissaient convaincre de voter Poher au premier tour, nous aurions ce résultat que la droite se croirait tout permis, qu'elle aurait une liberté totale, qu'il n'y aurait plus de limite à ses ambitions et au caractère réactionnaire de sa politique. Et puis ensuite, la gauche est en mauvais état, nous le savons. Il n'y a pas de tâche plus urgente que de la reconstruire. Et on ne peut pas la reconstruire autrement qu'autour d'un projet socialiste. C'est ça le sens de ma candidature, et c'est pour cela qu'il est important qu'un très grand nombre de voix viennent renforcer le courant socialiste et par là
entreprendre cette reconversion de la gauche qui est notre tâche la plus urgente.